Je passe à présent à la deuxième partie de ma vie, une partie qui a duré 33 ans. C'est une partie où j'ai connu donc la personne qui deviendrait la mère de mes enfants, avec qui j'ai eu donc 3 enfants et que j'ai connu alors que j'étais en première année à la fac d'Aix-en-Provence, le 3 janvier 1982. Donc j'étais dans le train de retour de vacances de Noël, le 3 janvier 1982, j'avais plein de bagages et j'attendais à la gare Saint-Charles, dans mon train, que le train démarre pour Aix-en-Provence, quand une personne est venue, également très chargée, une étudiante apparemment, tout échevelée, et s'assoit en face de moi. Elle aurait pu s'asseoir ailleurs, mais elle s'est assise en face de moi. Apparemment, comme elle m'a eu dit par la suite, parce qu'à l'époque j'avais une tête d'étranger, et que comme ça elle serait tranquille. Donc voilà, le voyage s'est passé comme ça, sans que nous nous adressions spécialement la parole. Parce que chacun nous étions absorbés dans nos pensées. Car il faut voir que lorsque l'on est étudiant à la fac, des étudiants, des étudiantes, on voit que ça, tout le temps. En fac de lettres, en plus, les étudiantes ne manquent pas. Donc lorsque l'on est étudiant en fac de lettres, on ne va pas faire spécialement attention à une personne qui s'assoit en face de nous dans un train ou dans un bus. Je crois que soit c'est moi qui lui ai demandé l'heure, soit c'est elle qui m'a demandé l'heure. Et c'est tout ce que nous avons échangé comme parole pendant tout le trajet. Ensuite, nous sommes arrivés à Aix-en-Provence. Nous sommes descendus du train, chacun de notre côté, comme des personnes qui ne se connaissent pas. Et puis, nous nous sommes retrouvés un peu plus loin, tout à fait par hasard, à la station de taxi, car en fait, nous avions tous les deux énormément de bagages. Mais nous étions tous les deux étudiants, donc nous faisions attention à notre budget, chacun de notre côté. Et donc le hasard a fait que nous nous sommes retrouvés au même endroit, à la même station de taxi. Elle m'a demandé donc de quel côté j'allais. Je lui ai dit que j'allais à l'époque, donc j'habitais à la cité universitaire des Gazelles. Elle m'a dit que c'était sur son trajet, donc éventuellement on pouvait y aller à deux, de manière à partager les frais. Donc je lui ai répondu que pourquoi pas. Ensuite, nous sommes arrivés aux Gazelles et là, je lui ai dû lui demander si elle avait mangé. Mais comme toute étudiante demanderait à un étudiant ou à une étudiante. Et elle m'a répondu que non, parce qu'elle venait de Vichy, elle avait donc fait 7 heures de train. Je lui ai donc proposé, tout naturellement, d'aller manger au restaurant universitaire des Gazelles où j'habitais. Donc, habitant juste en face du restaurant universitaire, je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, tu laisses tes bagages chez moi, j'habite au-dessus, on va manger au restaurant universitaire, et puis alors, ensuite, tu rentres chez toi. Voilà. Mais, quand je dis cela, il faut bien comprendre que dans l'optique de la fac, il n'y a pas de notion de drague, entre guillemets, en ce sens que on a autre chose de présent à l'esprit. Quand on est étudiant, surtout en première année, on pense surtout à réussir sa première année. Donc on n'a pas le temps de penser à une vie affective. C'était vraiment le dernier de mes soucis. Et à la limite, ça pouvait être un frein à ma réussite. Donc voilà, il y avait une vraie spontanéité qui en fait a été très saine au départ. En ce sens que on ne pouvait pas parler d'amitié puisqu'on ne se connaissait pas. Non, c'était une simple manière d'être tout à fait naturelle entre étudiants. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Ensuite, nous sommes donc allés manger au restaurant universitaire, mais comme il y avait eu les vacances de Noël, le restaurant universitaire n'avait pas encore rouvert, et ça on ne le savait pas. On a été bien embêtés, il devait être 20h, 21h. Je lui ai dit, écoute, moi si tu veux j'ai des pâtes, je te fais un plat de pâtes, je vais manger moi aussi des pâtes. Si tu veux manger avec moi, tu manges avec moi, et ensuite tu rentreras chez toi. Donc c'est ce que nous avons fait. Et ensuite, nous avons discuté, comme tous les étudiants qui refont le monde, même sans se connaître. Et nous avons discuté jusqu'à 4h du matin. Alors à 4h du matin, on s'est dit, oh, c'est quand même un peu tard. Pour aller jusqu'à l'autre bout d'Aix, a priori, elle habitait à une demi-heure de là quand même, à pied.
Donc je lui ai proposé de dormir là, sachant qu'en tant qu'étudiant, j'avais toujours 2-3 matelas pneumatiques sous mon lit, parce qu'il y avait tout le temps les copains, les copines qui venaient, et comme j'habitais relativement près de la gare, lorsqu'ils arrivaient tard et qu'il n'y avait plus de bus pour rentrer chez eux, bien souvent, ils passaient par chez moi, et ils me demandaient de dormir là, donc ils prenaient leur matelas, ils se gonflaient. Alors à la limite ils me dérangeaient pas, moi je continuais ma nuit parce que je me couchais relativement tôt, et donc parfois je dormais déjà quand on venait taper à ma porte pour dormir chez moi, donc ça me dérangeait pas, et donc j'avais l'habitude d'avoir des matelas pneumatiques qui servaient aux copains aux copines qui venaient dormir chez moi, du fait que, comme je le disais, j'étais près de la gare. Et donc j'ai fait de la même manière avec elle, donc je lui ai proposé de dormir là. Alors ce jour-là, c'était pas vraiment mon habitude malgré tout, mais je lui ai proposé de dormir dans mon lit et de dormir moi sur matelas pneumatique, parce que c'était pas quelqu'un qui venait s'incruster chez moi entre guillemets, c'est moi qui lui avais proposé. Parce que c'était pas quelqu'un qui venait, qui débarquait chez moi et qui avait besoin. Comme ça arrivait relativement fréquemment, j'allais pas laisser mon lit et dormir moi sur un matelas pneumatique tous les 4 matins, sachant que je me levais tôt et qu'il fallait que je dorme correctement pour étudier ensuite. Donc là c'était différent puisque c'est moi qui le proposais. Donc je me suis senti obligé de lui dire de dormir dans mon lit et moi de dormir sur le matelas pneumatique. Le lendemain, je devais la ramener. Mais j'ai eu toute ma journée de cours et elle aussi, et du coup, rebelote, elle est restée chez moi, elle a dormi là, et on est allé manger au restaurant universitaire. Après, le problème c'est qu'on a discuté, et donc il a été trop tard ensuite pour rentrer. Donc de nouveau, je lui ai proposé de dormir là, ce qu'elle a fait, mais ensuite nous avons eu cours toute la semaine, donc toute la semaine plus ou moins ça s'est passé comme ça, et à la fin de la semaine elle a repris son train directement pour Vichy. Voilà comment on s'est rencontrés comme 2 étudiants qui sympathisent tout à fait normalement, mais comme des étudiants, pas comme cela pourrait se passer dans un autre cadre où il y a la relation garçon-fille, etc. C'était pas du tout le cas. La semaine suivante, on s'est de nouveau retrouvés dans le train à Marseille. Elle arrivant de Vichy et moi arrivant de hier. Et on a fait la même chose tout à fait naturellement, en fait, comme une amitié, en fait. Et ça a duré comme ça toute la semaine. Et à la fin de la semaine, le jeudi soir, on s'est quand même dit qu'il fallait quand même qu'elle aille chez elle. Donc je l'ai ramenée finalement le jeudi soir chez elle. Là, comme c'était quand même à une demi-heure à pied de chez moi, eh bien, elle m'a proposé de dormir chez elle et de rentrer le lendemain matin chez moi. Et là, il s'est passé quelque chose qui m'a choqué, je m'en rappelle, parce que faut bien voir que j'étais vraiment quelqu'un qui était axé sur la réussite de ses études. Et donc, je ne concevais pas d'être perturbé égoïstement dans mes études. Et il s'est passé une chose qui m'a perturbé, c'est qu'en plein milieu de la nuit, elle a eu apparemment une infection urinaire, donc elle s'est plainte de fortes douleurs au ventre. Elle a eu besoin d'être massée en quelque sorte. Ça m'a gêné, j'avoue que j'étais gêné non pas par timidité ou ce genre de choses là, et j'ai eu l'impression que cela était une technique d'approche quelque part de la part d'une fille par rapport à un garçon. Et pour moi, ayant déjà eu quand même quelques expériences, je me suis dit tout de suite que cela était dangereux pour la réussite de mes études, puisque les premiers partiels arrivaient et qu'il n'était pas possible d'avoir une aventure, quelque que ce soit, juste avant mes partiels. Donc je me rappelle qu'à 5 h du matin, j'ai écrit un petit mot en disant qu'il ne fallait plus que nous nous voyions, mais c'était très égoïste, j'avoue, hein, parce que je sentais, à tort ou à raison, que cela pouvait représenter un danger pour mes études. Et donc à 5 h du matin, je suis parti, le lendemain matin, vendredi matin, en laissant un petit mot, en disant qu'il ne fallait plus que nous nous voyions, parce que j'avais trop de travail. Donc je suis rentré chez moi le vendredi matin, je suis allé à mes cours. Ensuite, je suis rentré à hier, chez mes parents, le vendredi soir. Et puis, c'est vrai que ça m'a perturbé, parce que je m'y attendais pas, et c'était quelque chose qui perturbait un petit peu mes projets, en quelque sorte. Donc, le dimanche d'après, en revenant de hier,
Je me suis de nouveau retrouvé dans le train, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas vu. Je me suis même dit que c'était préférable parce que je sentais un danger. Et 3 semaines se sont passées ainsi, sans que je n'ai plus de nouvelles. La vie a semblé recommencer son cours en oubliant cet épisode de 15 jours particulier pour moi. Après 3 semaines d'interruption où nous ne nous sommes plus vus et où nous nous étions perdus de vue, en revenant de hier, un dimanche soir, nous nous sommes de nouveau retrouvés dans ce même train. Et je me rappelle qu'il y a eu une certaine gêne, parce que d'un côté, elle avait eu le mot que j'avais écrit, elle avait bien compris que j'avais peur que cela corresponde à un début d'histoire sentimentale, et que je ne le voulais pas pour ne pas mettre en danger mes études. De mon côté, je ne savais pas qu'en réalité, elle avait vraiment eu une infection urinaire et qu'elle avait été absente pendant 3 semaines. Et donc cela faisait 3 semaines qu'effectivement, je ne l'avais pas croisée dans le train en revenant de hier, le dimanche soir, parce qu'elle n'était pas revenue. Et c'était donc le premier jour où elle revenait. Alors que dans ma tête, elle était à Aix, et ayant vu mon mot, elle avait compris, donc elle s'était dit que ce n'était pas la peine d'insister, et donc elle ne m'avait plus recontacté. Donc lorsque nous nous sommes retrouvés dans le même train, pour moi les choses étaient ainsi, et donc pour moi les choses étaient claires, on devait faire nos études chacun de notre côté, sans qu'il y ait de perturbations affectives. Il y a donc eu un long moment de froid, je dirais, sur fond d'incompréhension pendant le trajet, pendant une bonne moitié du trajet entre Marseille et Aix. Puis à un moment donné, nous avons discuté et les choses se sont clarifiées. J'ai donc appris qu'elle n'était pas venue à Aix depuis 3 semaines, ce qui voulait dire qu'elle ne m'avait pas contacté, non pas parce qu'elle ne voulait pas le faire, mais parce qu'elle n'était pas là et qu'elle n'avait pas non plus de moyen de me contacter. Nous nous sommes donc retrouvés dans la situation initiale du premier jour, où nous retrouvons à la gare d'Aix. Soit elle avait 30 minutes à faire à pied pour retourner chez elle avec tous ses bagages, soit nous avions 10 minutes à pied à faire ensemble pour aller au restaurant universitaire qui, cette fois-ci, était ouvert, puisqu'il avait été fermé exceptionnellement après les vacances de Noël, mais sinon le dimanche soir il était toujours ouvert. Et nous nous sommes donc retrouvés au restaurant universitaire, puis dans ma chambre pour discuter, et là, un certain Laurent est arrivé à son tour comme un cheveu sur la soupe, pensant pouvoir dormir chez moi, comme cela arrivait très souvent le dimanche soir, lorsqu'il arrivait tard, par le dernier train en général. Il y a eu une très grosse gêne qui a duré un certain temps, qui a finalement montré qu'il nous dérangeait. Alors que rien n'était clair aussi bien dans sa tête que dans la mienne, rien de tout cela n'était encore formé, mais il nous dérangeait. Et le fait qu'il nous dérange nous a amené à comprendre que nous avions à ce moment-là envie d'être seuls sans personne au milieu. Et c'est comme ça qu'a débuté notre relation. Donc c'est très particulier parce que c'est une relation qui a véritablement été au départ une relation d'amitié, de part et d'autre, je pense. Il n'y avait pas du tout d'approche sentimentale, je dirais. Et je me rappelle même que le premier jour, elle m'a raconté quelque chose qui m'a toujours choqué. Elle m'a raconté qu'elle avait été abusée depuis l'âge de 11 ans jusqu'à 18 ans, 19 ans, puisqu'elle en avait 20 à ce moment-là, par son père. Pendant que sa mère, qui travaillait au supermarché Cora, donc à Vichy ou à la Palisse, travaillait, et qu'elle devait prendre une douche avant que sa mère arrive pour cacher qu'elle avait pleuré, etc. Et cela m'a vraiment choqué qu'elle me raconte ça, parce que c'est pas le genre de choses que l'on raconte comme ça le premier jour où l'on rencontre un inconnu. Par la suite, c'est ce qui m'a énormément travaillé.
c'est ce que j'ai essayé de comprendre. Comment se fait-il qu'une personne qui ne me connaissait pas déballe cela tout de suite comme cela? Et par la suite, j'ai essayé de comprendre. J'ai donc connu les parents. J'ai connu le père, qui était un Auvergnat tout à fait normal, de la campagne, dans une ferme, avec ses poules, ses oies, ses lapins, ses sabots, les graines qu'il distribuait aux poules dans le poulailler. Puis quelqu'un qui n'avait pas du tout le profil, entre guillemets, du pédophile, puisque c'est de cela dont il s'agissait, même si on ne parlait pas encore de pédophile à l'époque. Alors on peut dire bien sûr que cela n'est pas écrit sur le front de quelqu'un, mais quand même il y a un ressenti. Je pense que vis-à-vis de moi, il aurait dû y avoir un ressenti, et je n'ai jamais senti quelque chose qui pouvait me laisser supposer que ce qu'elle m'avait raconté était vrai. Je n'ai jamais ressenti dans le regard, dans la manière de me regarder de son père, la personne qui a quelque chose d'aussi grave à se reprocher que le fait d'avoir abusé de sa fille pendant quasiment toute son enfance. Je pense que cela doit se voir. Et par la suite, mes parents ont également rencontré ses parents, son père, sa mère, et de la même manière, mes parents, qui bien entendu étaient au courant de cela, m'ont bien dit qu'ils ne croyaient pas en cette histoire. Mon père m'a dit bien plus tard que pour lui, quand un homme se rend coupable de ce genre de choses, sur une longue durée, cela doit forcément se ressentir. Et dans ce cas-là, que ce soit un homme, une femme, quelqu'un d'autre, il va y avoir quelque chose qui va transpirer. Jamais rien n'a transpiré. Et ce qui était étonnant, c'est que les personnes qui auraient pu avoir le caractère à dire quelque chose dans sa famille, comme son grand frère ou comme son oncle, n'étaient soi-disant pas du tout au courant, et il ne fallait surtout pas qu'il le soit parce que ça se passerait mal, soi-disant. Mais dans ce cas-là, s'il y avait ce secret, cette omerta totale, pourquoi cela était-il dit à un inconnu le premier jour? Cela ne concordait pas, et cela n'a jamais concordé pour moi. Beaucoup plus tard, j'ai compris que dans l'esprit de certaines adolescentes, de certains adolescents aussi parfois, il y a une certaine mythomanie qui s'installe en se racontant des histoires pour se faire valoir auprès des copains, des copines. Alors pour une fille, bien entendu, quand on raconte ce genre d'histoire, on se fait plaindre et on se retrouve pris en considération. Alors on peut raconter ce genre d'histoire quand on est jeune, quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans. Cela peut très bien se faire. Mais on ne raconte pas ça à des assistantes sociales parce qu'elles ne sont pas folles, elles savent très bien démêler le vrai du faux. Par contre, on raconte ça à des copains et à des copines. Et puis petit à petit, on s'habitue à ces histoires-là qui deviennent une part de notre véritable identité que l'on s'est forgée autour de tels mensonges. Pour finalement que l'on y croit quelque part un petit peu, même si on sait que c'est un mensonge. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans sa personnalité. Je pense que c'est autour de ce mensonge que s'est forgé sa personnalité. Alors, on pourrait se demander ce que cela vient faire dans mon autobiographie. Eh bien, cela a en réalité une importance capitale. Cela a une importance capitale, car quelqu'un qui a ce genre de profil-là risque de le reproduire. Et ce qui s'est passé en passant les 33 ans que nous avons vécu ensemble, avec différentes phases, comme dans la vie de tout couple, avec des hauts et avec des bas, mais je dirais en réalité avec très peu de bas, puisque les Auvergnats sont des personnes qui parlent très peu. Et donc à partir de là, moi ayant été à côté de cela quelqu'un qui a fait beaucoup de karaté, de yoga dans mon enfance, et donc ayant appris à être quelqu'un qui se contrôle, il n'y avait pas vraiment de heurts. Mais à la fin de notre vie, lorsqu'est arrivé l'âge où notre dernier enfant a eu 18 ans et que la vie s'est posée de savoir si nous avions encore envie de repartir pour 30 nouvelles années comme cela,
et que finalement, de part et d'autre, sans avoir communiqué, nous étions arrivés à la conclusion de chacun de notre côté que nous avions vécu de belles années avec des hauts et des bas, de bonnes choses, de moins bonnes choses, mais que nous n'avions pas envie de renouveler ça pour 30 nouvelles années. Et surtout, ayant vu de part et d'autre nos propres parents perdant leurs conjoints qui se sentaient chacun de leur côté soulagés, même s'ils ne voulaient pas se l'avouer, mais nous l'avons très bien vu. Elle perdant sa mère, son père qui ne parlait pas s'est mis à parler. De mon côté, ma mère, qui était une personne d'avant les années 68, qui était donc une personne relativement soumise, s'est retrouvée quelque part libérée au-delà du choc énorme de la perte de son mari qu'elle aimait de toute façon, mais à côté de cela, s'est retrouvée quand même libérée d'une personne à qui elle devait rendre des comptes quotidiennement. Eh bien, chacun d'entre nous ayant eu ces deux exemples devant les yeux, inconsciemment, nous n'avons pas eu envie de reproduire ce schéma-là. Et donc, notre dernier enfant arrivant à ses 18 ans, en août 2015, dans notre tête, il était clair, de manière plus ou moins consciente, qu'il fallait faire quelque chose pour que cette vie s'arrête et qu'une autre vie puisse commencer. Et c'est là que s'est révélée toute la vérité du début de notre relation, en ce sens qu'une personne qui a su inventer un père pédophile saura inventer un conjoint avec tous les défauts équivalents au père pédophile. Ce sera donc forcément le conjoint violent, ce sera donc forcément le conjoint pervers narcissique, le conjoint oppresseur, tyrannique, et j'en passe. Le conjoint qui forcément l'aura obligé à tout un tas de choses auxquelles elle ne consentait pas. Je pense entre autres au fait qu'il s'agissait d'une personne qui avait ses qualités et ses défauts comme tout le monde, mais qui, ayant beaucoup moins poussé dans les études que moi, avait un esprit beaucoup plus axé vers la fête, dirons-nous. La fête à différents niveaux selon les âges de notre existence. Et bien que moi j'ai pu être comme tout le monde, quelqu'un qui aimait la musique, quelqu'un qui aimait en discothèque, quelqu'un qui aimait animer, j'étais malgré tout quelqu'un pour qui l'évolution spirituelle, l'évolution intellectuelle était la priorité. Alors que cette priorité n'existant pas dans sa tête, la priorité était beaucoup plus une vie axée sur la fête sous ses différentes formes. Lorsque nous nous sommes séparés, elle a eu peur que je révèle plus ou moins son amour véritablement de la fête telle qu'elle la vivait, avec les aspects plus ou moins avouables, bien entendu, de la fête telle que les adultes ou certains adultes aiment la faire. Je prends un exemple, lorsque quelqu'un aime boire une bouteille de vodka lorsqu'il sort, il ne va pas s'en monter devant ses enfants. Et boire une bouteille de vodka est un exemple parmi tous les exemples que je pourrais donner. J'en donnerai d'autres dans une vidéo ultérieure où j'approfondirai cette notion de fête telle qu'elle aimait la faire. Donc ce n'est pas que je n'aimais pas faire la fête. J'aime m'amuser, j'aime sortir, j'aime la musique, j'aime les conversations, j'aime animer, j'aime la bonne ambiance, j'aime toutes ces choses-là, c'est sûr. Mais cela n'a jamais été la priorité dans ma vie, contrairement à elle. Et lorsque nous nous sommes séparés, ayant fait des photos, des vidéos de différentes bringues auxquelles nous avons participé, elle a eu peur, tout simplement, que je dévoile certaines choses à mes enfants, en particulier, et pour s'en prémunir, elle l'a elle-même dévoilé en prétendant que je l'obligeais à participer aux fêtes. Et là, je me suis retrouvé victime d'une éducation que j'ai donnée à mes enfants,
consistant à leur répéter depuis leur plus tendre enfance que le devoir d'un garçon était de protéger sa mère quoi qu'il arrive, car dans tous les cas, le père que j'étais serait toujours capable de se débrouiller s'il arrivait quelque chose, alors que leur mère le serait beaucoup moins. Cela correspond ni plus ni moins à l'esprit chevaleresque de l'homme d'honneur qui charge ses enfants de protéger leur mère au cas où il lui arriverait quelque chose, tout simplement. Et je ne regrette en rien cette éducation que je leur ai donnée. Si cela était à refaire, je le referais. Si ce n'est que ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'elle utiliserait cela contre moi pour s'assurer de la fidélité de ses enfants, afin de ne pas les perdre, pensant qu'elle pourrait les perdre si je dévoilais la nature fêtarde de leur mère à des enfants qui n'ont pas cette vision de leur mère et qui préféraient finalement avoir l'image de la mère à protéger, victime du père qui l'a forcé à sortir en discothèque, aller en bringue, etc., plutôt que de penser à avoir une mère qui aimait faire la teuf, parce que c'était vraiment ça. Il pouvait arriver que lors de nos vacances en Espagne, en Andalousie, un jour sur deux, nous ne revenions pas avant le lever du jour. Et cela lui plaisait. Cela correspondait à la vie qu'elle aimait. Et je trouve qu'il n'y a absolument rien de répréhensible à cela, surtout pour quelqu'un qui finalement ne travaillait pas, qui avait pour seule occupation l'éducation de ses enfants, qu'elle éduquait très bien d'ailleurs, mais qui n'avait pas de véritable aspiration intellectuelle, comme cela était mon cas. Pour moi, faire la fête permettait de décompresser, de me ressourcer pour mieux préparer mes cours. Car j'enseignais malgré tout à la fac de Toulon-la-Garde, j'enseignais l'allemand, la langue des affaires, j'ai eu créé la section de russe, donc malgré tout, il fallait préparer les cours. Cela demandait du travail, de l'étude. J'avais des étudiants en français FLE, en Master 1, Master 2, cela demande énormément de travail, de préparation, ensuite de correction. On n'a pas des étudiants à ce niveau-là sans travailler. Alors qu'en ce qui la concerne, la seule chose qui l'intéressait finalement, à part l'éducation de ses enfants, encore une fois qu'elle éduquait très bien, c'était la fête. Et donc, n'ayant eu que cette préoccupation toute sa vie, lorsque nous nous sommes séparés, elle a eu peur que je dévoile cette vie débridée à ses enfants pour en faire une mauvaise mère. Et donc, pour s'en protéger, elle a dévoilé cette vie à ses enfants en se faisant passer pour une victime. Et ces enfants-là ont bien entendu préféré voir la mère victime que la mère fêtarde. Et donc ils ont gobé cette image qui a fait de moi le mauvais père. Alors, cela a été compliqué à gérer parce que je me suis dit que d'un côté, mes enfants n'étaient pas très vieux, et par ailleurs, les différents amis que j'avais dans différentes associations me disaient que de toute façon, des garçons, lorsqu'ils deviennent des hommes, il faut attendre peut-être 30-40 ans, c'est vrai, mais finissent par comprendre que la mère qui fait la fête n'est pas forcée, en aucune manière, et que de plus, la mère est également une femme qui a le droit de vivre, et que cela n'avait finalement rien de répréhensible d'être une bonne mère d'un côté et d'être une bonne fêtarde de notre côté, et que cela ne faisait pas du père un monstre à condamner. Car un jour ou l'autre, eux-mêmes peuvent se retrouver un père qui lui-même peut se retrouver dans cette même situation où il se retrouvera lui aussi un jour condamné par ses enfants pour des choses similaires ou pour toute autre chose d'ailleurs. Mais que de toute façon, cela ne se justifie d'aucune manière, sachant que l'on vit chacun la vie que l'on a à vivre du moment où l'on s'occupe de ses enfants, ce qui a été fait et très correctement. Donc voilà pourquoi au début, j'ai expliqué ce paradoxe qui m'a heurté dans notre connaissance, parce que le début a démontré la fin, ou plutôt la fin a démontré que le début était un mensonge. Et donc, le fait d'avoir fait un père pédophile lui a permis, ou a mis en place dans son esprit, la structure
de la femme victime du pervers narcissique, car à un moment donné, dans les années 2015, ça a été la mode du pervers narcissique, donc forcément, j'ai dû me retrouver pervers narcissique, violent, mauvais, agressif, tyrannique, et toutes ces choses-là. Ce qui est dommage, c'est que lorsque l'on a développé ce genre de schéma dans la tête de ses enfants, et que cela correspond à un schéma que des garçons ont été prédestinés à croire, du fait que le père a élevé ses enfants en les programmant pour protéger la mère envers et contre tout, eh bien ce schéma mis en place se met en application, et qu'en tant que père il n'y a rien à faire. Il n'y a surtout pas à combattre ces choses-là, il a juste à se dire que les personnes intelligentes petit à petit comprendront le schéma qui somme toute est un schéma extrêmement classique et facile à comprendre, et que les personnes les plus bêtes ne comprendront pas et ne comprendront certainement jamais. Ce qui est quand même triste, c'est de se dire que finalement là-dedans, à travers cela, un tri va se faire entre personnes intelligentes et personnes soit inintelligentes, soit des personnes médisantes et négatives, prêtes à croire n'importe quelle médisance sur quelqu'un à partir du moment où cela est raconté. Car il faut bien comprendre que certaines personnes, dès l'instant où l'on commence à raconter des cochonneries, finalement des saletés, sur quelqu'un, vont avoir la réaction consistant à dire oh, « tu te rends compte un tel ce qu'il a fait ». C'est pas qu'il a fait, c'est que il a été dit qu'il avait fait ci ou cela. C'est la même chose que ce qui s'est passé pour son père finalement. Il y a eu des personnes qui ont tout d'abord cru, à la base, en général, tout le monde a plus ou moins tendance à croire ce que l'on nous raconte, cela est malheureux, mais très rapidement, certaines personnes remettent en question ces choses-là et se demandent si cela est justifié ou pas. Et vont donc observer, vont essayer de parler. En ce qui me concerne, j'ai parlé à son père, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de ressentir, jusqu'à forger mon intime conviction, chose qu'ont fait également mes parents lorsqu'ils l'ont rencontré, pour finalement se dire que non, cela ne correspondait pas. Et que cela était donc un fantasme de gamine qui s'est propagé ensuite dans l'âge adulte, parce qu'elle s'était tellement habituée à ce fantasme qu'elle n'a plus pu revenir en arrière, celui-ci faisant vraiment partie intégrante de sa personnalité, qui s'était développée autour de ce fantasme. Et d'autres personnes, par contre, n'ont jamais remis cela en question, car elles étaient contentes de croire en ce mythe de la personne pédophile, en la personne de son père, sachant que de plus, celui-ci n'était même pas au courant, à mon avis, de ce qui était raconté sur lui. Cela s'est toujours fait dans son dos tout au long de sa vie. Ce que je trouve grave et terrible. Donc en ce qui me concerne, j'ai fait partie des personnes qui ont voulu remettre en question ce qui était raconté pour essayer de voir s'il y avait un fond de vérité dans cela, jusqu'à me dire que non, il n'y en avait pas. Eh bien, je me suis retrouvé moi-même dans cette même situation. Si ce n'est que contrairement à son père, je dispose à notre époque de médias, de vidéos qui me permettent de parler. D'un autre côté, je n'ai pas du tout peur de dire les choses. Donc tout ce qui peut être raconté a été explicité aux différentes personnes qui m'ont posé la question, parce qu'il y en a quand même eu un certain nombre. Donc à partir du moment où je leur ai expliqué ce qu'il en était réellement, je dirais qu'elles ont rigolé, qu'elles ont dit oui bon d'accord. Il n'y a plus de questions qui s'est posée à partir du moment où les choses ont été clarifiées. Donc il est vrai que j'ai un certain nombre de vidéos de ces différentes fiestas, de ces différentes teufs, différentes photos comme on en fait lorsqu'on est en teuf, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quel que soit le type de teuf que l'on puisse faire, qui montre bien qu'il y a là une personne qui s'amuse et que l'on ne force d'aucune manière. Mais certaines personnes sont venues me demander ce qu'il en était, et d'autres ne l'ont pas fait. Et c'est là que c'est intéressant. Ce qui m'a été dit de manière extrêmement générale, que ce qui est intéressant finalement dans cette histoire, c'est le tri qui s'est effectué entre les personnes intelligentes qui finalement
comme à chaque fois que l'on entend raconter quelque chose sur quelqu'un, vont se dire allons vérifier si cela est vrai, si cela a un fond de vérité ou si cela n'est que racontard. Et les autres personnes qui, je ne dirais pas, ont gobé ce qui leur était dit, parce qu'à la limite, cela relèverait d'une certaine bêtise. Je veux bien qu'il y en ait, mais je pense qu'il y a beaucoup plus des personnes qui ont envie de croire aux choses négatives qu'on leur raconte sur quelqu'un, quand on leur raconte quelque chose de négatif sur quelqu'un. Cela, quelque part, à mon avis, les rehausse, car cela leur permet de se dire qu'eux-mêmes n'auraient jamais agi ainsi, d'une manière aussi inacceptable. Et cela leur permet donc de se rehausser par rapport à quelqu'un qui parfois dans la vie a pu être une personne, qui a pu être un aîné par exemple, et donc était le grand frère, qui quelque part a gardé cette supériorité du grand frère, qui a été le plus grand pendant tellement d'années, le plus fort. Et donc croire que ce grand frère qui nous a été supérieur et donc à qui on n'a jamais pu renvoyer l'ascenseur, permet de renvoyer justement cet ascenseur en disant, voilà, tu vois, tu te rends compte, bon, il était plus grand, plus fort, oui, mais tu te rends compte de ce qu'il a fait, tu te rends compte comment il est. Et on retrouve ce même schéma chez des enfants, avec qui on a dû représenter l'autorité, avec qui on a été l'autorité que l'on craint, que l'on respecte, mais qui nous domine quelque part. À partir du moment où on salit cette autorité qui nous a été supérieure, inconsciemment, cela permet de se dire, en réalité, il ne nous est pas supérieur, mais en plus, c'est moi qui suis supérieur, puisque moi, jamais j'aurais été comme ça, moi, jamais je n'aurais fait ci ou j'aurais fait ça. Donc le schéma est tout à fait cohérent, si ce n'est qu'il permet d'un côté de voir, de faire le tri entre les personnes qui sont dans ce genre de structure mentale basique et qui n'arrivent pas à les dépasser, et ceux qui sont capables de les dépasser en remettant en question les on-dit, pour savoir s'il y a un fond de vérité, en allant enquêter, tout simplement, pour savoir si ce qui est raconté tient la route ou pas, comme je l'ai eu fait, moi, vis-à-vis de son père, comme l'ont fait certains de mes proches, qui sont venus me voir et m'ont demandé ce qu'il en était de ces fiestas, etc. Et comme je le disais, nous vivons à une époque numérique où il y a de nombreuses photos, de nombreuses vidéos, qui très simplement permettent de prouver sans aucun équivoque possible qu'il s'agissait tout simplement d'une personne qui aimait s'amuser, qui aimait danser, qui aimait faire la fiesta de manière très débridée, mais c'est son droit le plus total. Je ne l'en ai jamais empêché et je ne me serais pas donné le droit de l'en empêcher, non seulement, et puis j'en ai bénéficié moi aussi. Il est vrai que je suis quelqu'un qui ait aimé faire la fête aussi, pas de la même manière qu'elle, parce que j'avais autre chose. Mais j'aimais moi aussi faire la fête, et donc je pense qu'elle a eu une vie normale, mais faire la fête lorsque l'on a 40 ans, lorsque l'on a 50 ans, ne se fait pas de la même manière que lorsque l'on a 20 ans, que l'on va rentrer sous, bourré. À 20 ans, ça va être ça va être se fumer des joints, se déchirer. À 40 ans, 50 ans, on ne fait plus ces choses-là. On fera d'autres choses qui ne seront pas plus compréhensible pour des personnes qui ont 20 ou 30 ans, qu'il est compréhensible lorsque l'on a 40 ou 50 ans de rentrer en se saoulant. Les générations sont différentes et donc on vit les choses différemment que l'on ne comprend pas forcément, surtout lorsque l'on n'a pas encore l'âge de comprendre ce que l'on vit lorsque l'on est plus vieux. Mais il y a eu les personnes qui ont préféré croire les bêtises qui ont été racontées sans chercher à enquêter, et les personnes qui sont venues m'interroger, qui m'ont posé des questions, à qui j'ai montré des photos, des vidéos, et à qui j'ai dit, et voilà, c'est quelqu'un qui aimait faire la fête, c'est normal, il n'y a pas à lui jeter la pierre. La seule chose qui est grave, par contre, et qu'elle a fait, c'est de penser se protéger en mentant sur sa manière de faire la fête, et en mentant surtout sur ma personnalité, en me salissant de manière éhontée, en pensant se protéger. Ce qui est totalement stupide,
si l'on pense qu'il y a des tonnes de photos et de vidéos numériques sur une trentaine d'années. Puisque j'ai un appareil photo numérique depuis 1998 et que depuis 1998, j'ai des photos et des vidéos où elle était rayonnante, où elle dansait, on la voit s'amuser de différentes manières, on la voit boire, on la voit faire tout un tas de choses. Donc, quiconque me pose des questions, vient me voir et me demande, je montre exactement ce qu'il en est, et je dirais qu'il n'y a aucun mal à ça. Chacun fait la fête comme il l'entend. Je dirais que le gamin qui a 20 ans et qui considère que pour faire la fête, il faut boire une bouteille de vodka, eh bien c'est son droit. Tant qu'il ne prend pas le volant et qu'il ne tue pas quelqu'un en rentrant, ce n'est pas ma manière de voir les choses, ça ne l'a jamais été, mais je peux comprendre et je ne vais pas juger, je ne vais pas condamner. À 40 ans, on va plus faire la fête différemment. À 50 ans aussi. Et ensuite, ça continue, je dirais. Parce que la perception que nous avons de la vie évolue avec les années. Et il est vrai que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que l'on évolue, on a une perception des choses qui change totalement. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai fait beaucoup la fête, donc forcément. Et lorsque je me suis séparé, j'aurais pu continuer à faire la fête. Et paradoxalement, je n'ai plus eu envie. J'ai eu envie d'être tranquille. J'ai eu envie de rester chez moi, de lire, de continuer à étudier, parce qu'en réalité, j'avais des études qui étaient en cours. J'avais entre autres commencé un doctorat d'État en philosophie, que je ne pouvais pas avancer du fait que j'étais trop pris par la fête, par ailleurs. Et j'ai donc pu le recommencer, et ensuite me réinscrire finalement l'année dernière en première année d'études doctorales, que l'on effectue après la thèse universitaire. Donc finalement, à partir du moment où je me suis séparé, j'ai rencontré des personnes qui auraient aimé profiter de cette expérience que j'avais de la fête, et j'ai freiné des deux pieds, je dirais. C'est un petit peu dommage, parce qu'il y a des personnes qui auraient envie de pouvoir faire la fête comme moi je l'ai eu faite, qui n'en avaient jamais eu la possibilité dans leur vie précédente avec leur précédent conjoint, et qui aurait eu besoin de faire cette fiesta débridée comme j'ai eu pu la faire pendant tellement d'années. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas eu envie de replonger là-dedans, car cela me faisait perdre du temps, tout simplement, pour d'autres choses que j'avais envie de faire. Comme par exemple, étudier certaines langues asiatiques, comme le vietnamien, le coréen et le thaï, en plus d'approfondir le japonais et le chinois. Cela demande du temps, cela demande du travail, cela demande une maîtrise de soi. Il y a également différentes philosophies que j'avais abordées, mais que je ne pouvais pas approfondir. Il faut du calme, il faut du temps pour lire, pour se documenter, pour participer à différentes choses. On ne peut pas tout faire. Lorsqu'on fait la fiesta un samedi soir jusqu'à 5 heures du matin, le dimanche, on passe le dimanche à se reposer. Et donc, on ne peut pas étudier. On perd donc le vendredi à se préparer, à organiser, etc., à penser à ce qui va être fait. Le samedi et le dimanche à se reposer. On perd 3 jours dans la semaine. Et il faut quand même voir qu'il s'agissait d'une personne qui aimait faire la fête, je dirais 3 week-ends par mois. Cela rendait impossible une autre vie intellectuelle. Alors je ne le regrette pas. Mais lorsque cela a été possible, je me suis immédiatement dirigé vers cette vie intellectuelle que je voulais approfondir et que je ne pouvais pas approfondir avec elle. Mais avec elle, j'ai approfondi un autre monde qui était également très intéressant, dans lequel finalement, lorsque les gens font la fiesta, à un certain âge, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, ce sont des gens qui ont des responsabilités, je dirais, et qui ont besoin de décompresser, qui vont s'habiller d'une manière extravagante, d'une manière qui ne va pas correspondre aux standards du quotidien, qui vont danser comme des fous, et puis ensuite, la soirée passant, s'asseoir sur une terrasse, boire un coup et discuter. Et avoir des discussions extrêmement intéressantes, sans appartenance sociale, sans masque, finalement,
Car lorsque l'on danse sur une piste de danse, que l'on rigole, que l'on soit chef d'entreprise, que l'on soit caissière ou que l'on soit député, lorsqu'on est dans un endroit où on ne nous connaît pas, cela revient au même. On n'est qu'une personne qui décompresse, qui a besoin de décompresser, qui a des enfants, qui a des responsabilités familiales, professionnelles, qui a parfois des parents qui ont des difficultés. Et cela permet de se ressourcer pour retourner à la vie, ressourcée avec des forces nouvelles pour affronter les responsabilités que l'on a. Et c'est ça la fiesta adulte que l'on a, je dirais, de l'âge de 35-40 ans à plus tard, lorsque l'on a de grosses responsabilités familiales, professionnelles, et que l'on a besoin de décompresser pour les assumer au mieux. Et c'est là que l'on peut avoir des discussions extrêmement enrichissantes, et c'est, entre guillemets, une des choses que j'aimais beaucoup, et que j'ai vécu, que je ne regrette pas. Donc je dirais que il n'y a pas à la condamner parce qu'elle aimait faire la fête. Par contre, il y a à la condamner d'avoir menti à ses enfants, qui un jour ou l'autre risquent d'avoir l'intelligence d'essayer de comprendre, et risquent de comprendre. Et là, je pense que ce n'est pas bien parce que finalement, salir l'image du père revient à faire perdre les deux parents à ses enfants. Quand l'image du père est salie, finalement, on ne reconnaît plus le père en tant que père, qui, d'un autre côté, n'a pas vécu toute sa vie avec des enfants. Donc il revient à la vie avant d'avoir des enfants, c'est-à-dire à sa vie de jeunesse, finalement. Et ça ne l'empêche pas de vivre. Alors que les enfants ont besoin des deux troncs qui leur permettent de vivre et qui leur ont donné la vie, que sont le père, mais qui est la mère également. Mais les enfants ont besoin de ces deux troncs qui leur ont donné la vie, que représentent d'un côté le père et la mère. Lorsque l'on perd l'un de ces deux troncs, on perd vraiment une source de sève extrêmement importante. Et lorsque l'on perd la mère, lorsque l'on comprend à quel point celle-ci a menti pour de mauvaises raisons et a donc fait perdre le père, à ce moment-là, les enfants ont perdu la mère également, en plus du père. Alors que le couple parental aurait pu continuer à exister, même s'ils se séparaient physiquement en tant que couple. Lorsque l'on se sépare, le couple parental continue à exister de toute façon, même si on n'a plus de vie avec l'autre. Pour les enfants, le père reste le père et la mère reste la mère. Si ce n'est que lorsque l'on a sali l'un des deux parents, celui qui a sali l'autre parent l'a poussé finalement à vivre une vie sans enfants ou beaucoup moins, mais qui finalement sera tout aussi satisfaisante, tout à fait différemment, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme, pour qui les choses sont quand même beaucoup plus faciles que pour une femme. Mais en plus, ces enfants perdent également la mère qui leur a menti, et qui aurait mieux fait finalement de dire la vérité. Pourquoi mentir ? Surtout lorsque l'on vit à une époque où il y a des preuves matérielles, telles que des photos et des vidéos. Cela est totalement stupide. Donc voilà une longue vidéo sur un aspect de ma vie qui malheureusement n'est pas unique, et c'est pour ça que je le développe, car autour de moi, je me suis rendu compte qu'il est très fréquent que ce schéma se produise, et je ne l'aurais jamais cru. J'ai vu le schéma d'un père, par exemple, qui salissait l'image de la mère de ses enfants pour se venger de sa femme qui avait préféré que la vie commune s'interrompe. J'ai vu des pères, des mères saboter l'éducation de ses enfants pour se venger du conjoint qui avait voulu se séparer. Cela me paraissait absolument inconcevable que l'on sabote ses enfants pour se venger de l'autre. Mais c'est ce qui m'est arrivé finalement. En ce sens où, lorsque l'on a des enfants qui ont besoin du père, ou de la mère d'ailleurs, au même titre, pour réussir sa vie,
et que l'on retire l'une de ces deux composantes à ses enfants pour se venger de l'autre, parce que l'on s'est séparé, que l'autre a retrouvé quelqu'un, voilà, c'est ce qui s'est passé avec moi par exemple, et qu'elle n'a pas du tout accepté, eh bien, on sabote la vie de son enfant quand même. On ne sabote pas la vie de l'autre conjoint, on ne va pas l'empêcher de vivre ce qu'il a à vivre. Par contre, on sabote la vie de ses enfants. Et lorsque les enfants avaient besoin des deux parents pour réussir leurs études et qu'ils ne les réussissent pas à cause de cela, cela est criminel. Et lorsqu'en plus il existe un grand frère qui est passé avant, qui lui a réussi, parce qu'il a lui bénéficié du père et de la mère pour réussir ses études, un père et une mère qui d'ailleurs avaient chacun leurs qualités et leurs défauts, et que les suivants sont sabotés par l'un des deux parents pour se venger de l'autre, et que les deux enfants échouent leurs études à cause du fait qu'il n'y a pas l'un des deux parents qui avait aidé l'aîné à réussir, que l'aîné réussit et que les deux suivants ne réussissent pas à cause de cela, il y a vraiment quelque chose de criminel en cela, je trouve. Et je soumets donc cette question aux quelques personnes qui verront ma vidéo. Il est difficile de comprendre qu'un père, qu'une mère sabote la vie de ses enfants pour se venger d'un conjoint qui a voulu se séparer, par exemple. Ou alors, comme ce fut mon cas, qui a retrouvé quelqu'un d'autre, avec qui ça a accroché, un petit peu trop prématurément selon l'avis de l'autre peut-être, qui n'avait peut-être pas pris vraiment au sérieux la séparation, si ce n'est que lorsque l'on laisse quelqu'un libre, on n'est pas du tout à l'abri que la personne retrouve quelqu'un avec qui ça fonctionne, au moins un certain temps, ou peut-être à vie. Cela est un risque à courir, et lorsque l'on court ce risque, il faut accepter que l'autre puisse retrouver quelqu'un avec qui ça fonctionne. Et si l'autre retrouve quelqu'un, il ne faut pas lui en vouloir et saboter ses enfants sous ce prétexte-là. Car qui va finalement en subir les conséquences tout au long de leur vie? Ce seront les enfants qui, chaque matin, lorsqu'ils vont se lever, vont devoir se lever pour aller faire un travail qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils auraient pu faire si l'un des deux parents n'avait pas saboté l'image de l'autre parent qui lui aurait permis de réussir ses études et donc d'avoir une autre vie. Ça va loin. Cela veut dire que lorsque l'on a saboté l'image de l'autre aux yeux de ses enfants et qu'on leur a fait échouer leurs études et donc quelque part un petit peu la vie qu'ils auraient dû avoir, et qu'il y a l'exemple d'un grand frère qui lui n'a pas été dans ce schéma et a donc réussi, dans le cas de mes enfants, l'aîné a réussi sa vie universitaire qui lui permet d'enseigner maintenant dans une fac, ce qui veut dire que c'est ce que c'est, mais je pense que c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qui lui plaît. Il a donc réalisé sa vie, alors que les deux autres qui auraient pu faire exactement l'équivalent chacun dans leur secteur n'ont pas dépassé le niveau du bac. Et cela du fait que leur mère leur a menti en salissant l'image du père pour se venger du fait que celui-ci avait refait sa vie ou retrouvé quelqu'un prématurément selon elle, ce qui était une insulte suprême, d'autant qu'en plus elle était une petite blonde et que l'autre était une grande brune. Je peux comprendre que ça puisse choquer, mais d'un autre côté, quand on décide de se séparer de quelqu'un, on ne peut pas non plus se dire que cette personne va rester seule, sachant qu'on ne va pas forcément le décider. Les choses se font tout simplement comme elles doivent se faire, quand le destin décide qu'il doit en être ainsi. Voilà donc cette énorme réflexion que je soumets ici, dans mon autobiographie, car c'est quelque chose qui mérite une réflexion véritablement importante, en ce sens qu'elle touche plus de monde que ce que l'on peut le croire. C'est malheureusement ce que j'ai pu constater par la suite. Et que je pense que le fait de partager tout cela en profondeur ici peut permettre à certaines personnes qui peuvent un jour se retrouver dans cette situation de ne pas faire cette erreur pour leurs enfants. Car pensez-y, quand vous faites cette erreur-là, vous sabotez la vie de vos enfants, mais l'autre dont vous voulez vous venger, finalement, n'est pas celui qui va ou celle qui va subir les conséquences de votre acte. Ce n'est pas cette personne-là
qui va voir sa vie changer du fait de vos mensonges. À la limite, la personne salie ne verra plus ses enfants, ou les verra moins, ou ne les reverra peut-être plus jamais, ou peut-être beaucoup plus tard. Ça, on ne peut pas savoir. Mais ce n'est pas lui qui va voir sa vie changer. Au contraire, à la limite, il va se retrouver avec beaucoup moins d'obligations. D'un seul coup, il va se retrouver totalement libre pour faire tout ce qu'il veut faire. Donc, à la limite, c'est malheureux, mais il n'aura même pas choisi toute cette énorme liberté qu'il va avoir à sa disposition pour faire tout un tas de choses qu'il ne pourrait peut-être pas faire s'il devait assumer des enfants qui auraient peut-être dû être aidés encore de nombreuses années. Donc, au pire, ce n'est pas cette personne qui va en subir les conséquences, c'est la dernière personne qui va en subir les conséquences. Les seules personnes qui vont vraiment en subir les conséquences, ce sont les enfants. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Je pense que du fait qu'il y a énormément de couples qui se séparent, on parle d'au moins 1 sur 2, cela donne énormément de couples qui se trouvent dans cette situation où ils ont à faire le choix de rester un couple parental. Ce qui veut dire que même s'ils ne continuent pas leur vie commune, il me semble de leur responsabilité de continuer à assumer leur fonction de couple parental auprès de leurs enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Et si je parle de cette notion de couple parental, c'est que j'ai connu des personnes exceptionnelles, je trouve, qui ont su réagir de cette manière-là, c'est-à-dire d'une manière extrêmement intelligente. Ce sont des personnes qui, pendant des années, ne se sont quasiment jamais plus vues après s'être séparées, mais qui ont continué à toujours fonctionner en couple parental pour assurer la réussite de leurs enfants, entre autres de leurs fils et de leurs filles. Et cela est exceptionnel, je trouve. Et je connais plusieurs couples parentaux séparés qui ont su avoir cette intelligence. Donc, je comprends que l'on puisse avoir la haine lorsque l'on se sépare de quelqu'un qui veut se séparer alors que l'on n'a pas envie de se séparer, par exemple. Ou lorsque l'on se sépare de quelqu'un sans vraiment croire en cette séparation, en pensant peut-être que cela va être un passage, mais que cela va se remettre finalement, et que l'on voit l'autre aller vers quelqu'un et commencer une vie avec quelqu'un, alors que l'on se disait peut-être que la séparation était peut-être temporaire, mais que finalement le couple était éternel. En réalité, que cela pouvait constituer une petite période, une petite bouffée d'air, et que l'on voit l'autre entamer une vie avec l'autre, on peut ressentir cela comme une vraie trahison, je le conçois, je le comprends. Mais de notre côté, se séparer n'est pas non plus anodin. Cela est dangereux. Lorsque l'on se sépare, on risque de se séparer pour de bon. Surtout si l'autre se retrouve en libre, et surtout si c'est un homme, parce que pour un homme, c'est facile de sortir. Et sachant qu'à un certain âge, les choses sont inversées. Lorsque l'on est jeune, ce sont les garçons qui cherchent les filles. À partir d'un certain âge, lorsque les femmes en particulier passent le stade de la ménopause, les choses s'inversent. Les hommes, à partir de la cinquantaine, deviennent entre guillemets grisonnants, ils commencent à perdre du poids, ils commencent à devenir beaucoup plus charmants. Les femmes qui deviennent ménopausées sont beaucoup moins attirantes, cela est vrai. En tout cas, elles sont moins attirantes physiquement. Elles vont donc être beaucoup plus attirantes de par leur personnalité. Il y a une évolution hormonale, tout simplement. Ce n'est pas pour dénigrer la femme par rapport à l'homme, mais c'est vrai que s'il y a une injustice jeune en faveur de la fille, il y a cette même injustice en sens inverse en faveur de l'homme mature et en défaveur de la femme mature. Donc, il est vrai que pour une femme qui arrive à ce stade de la femme mature, qui se retrouve donc dans la situation défavorable où à partir de la ménopause elle va prendre du poids, elle va devenir entre guillemets moins attrayante en tant que femme du fait d'un système hormonal qui fonctionne différemment, beaucoup moins, etc. Je peux comprendre que pour une femme en particulier, cela puisse être extrêmement difficile de voir l'homme en plein épanouissement aller vers une autre, parfois plus jeune, bien souvent plus jeune d'ailleurs, et se retrouve en tant que femme mature, désavantagée, toute seule, qui pourra certes trouver d'autres personnes, mais la jeunesse est terminée. Et donc l'âge où l'on peut avoir une véritable fusion
spirituelle, à partir du moment où l'on devient une femme ménopausée, est beaucoup plus difficile à trouver qu'avant cette fameuse période de la ménopause. Avant cette période de la ménopause, la femme est encore femme. Et il est encore temps de trouver quelqu'un avec qui une fusion est possible. Après, si cela n'a pas été fait, cela devient très difficile, voire impossible. Et donc, je comprends que pour une femme qui se trouve dans cette situation, même si c'est elle qui a suscité la séparation, par exemple, lorsqu'elle voit l'homme retrouver quelqu'un d'autre, alors qu'il est en plein épanouissement et qu'elle est en plein déclin quelque part, puisse prendre les choses très mal. Mais cela n'excuse pas de détruire ses enfants, ses propres enfants. Cela n'excuse pas de détruire leur vie. Et je fais donc cette vidéo dans ce sens-là. J'espère qu'elle servira à des parents qui se retrouveront fatalement dans cette situation, que ce soit maintenant, plus tard, ou bien plus tard, je dirais, cela n'a pas d'importance, je pense que le schéma restera. Il ne faut pas sacrifier ses enfants, et toute personne intelligente doit rester un couple parental. Et pour les personnes à côté, eh bien, malheureusement, je ne peux pas donner de conseils, parce que les personnes bêtes seront toujours des personnes qui goberont les médisances que l'on raconte sur quelqu'un, en se disant, tu te rends compte, ce qu'il a pu faire, ce qu'il était, j'aurais jamais cru. Ça, ce sont les personnes bêtes. Et d'un autre côté, il y aura toujours les personnes intelligentes qui iront chercher à savoir, à comprendre, qui iront poser des questions pour se faire leurs propres idées. Et dans ce genre de cas, par exemple, verront à l'évidence, devant l'épreuve matérielle d'une vie numérique, ce qu'est la réalité. Sans que cela enfonce obligatoirement la personne qui a raconté des bêtises, car on peut l'excuser, on peut comprendre, et on ne doit pas lui en tenir rigueur. Parce qu'en fait, quelqu'un qui fait une bêtise est la personne qui est la plus à plaindre, finalement. Ce qui est à plaindre, c'est quand quelqu'un se trompe et agit de travers. Ce n'est pas la personne qui, finalement, a subi. Lorsque l'on subit, on est victime. Lorsque l'on est victime, on ne s'est pas mal comporté. On n'a rien à se reprocher. On a juste à se remettre d'un traumatisme, certes, mais on se remet de tout dans la vie. Alors que lorsque l'on a fait du mal, le mal que l'on a fait reste. Et lorsque le mal que l'on a fait a détruit la vie de ses propres enfants, cela est totalement indélébile, marqué à jamais pour les générations à venir. Car les enfants que l'on a détruits vont eux-mêmes avoir des enfants qui ne seront pas élevés par le père ou par la mère qu'ils auraient dû avoir. Par le père ou la mère qui aurait dû avoir la vie qu'il aurait dû avoir. Et cela change tout pour des générations. Avec une personne responsable, une personne qui aura menti. Voilà le message de cette vidéo qui fait partie de mon autobiographie comme une part importante et dont je détaillerai certaines parties dans d'autres vidéos. En général, j'espère que la vidéo que je fais servira. En ce qui concerne cette vidéo, je ne l'espère pas. Je sais qu'elle servira à certains couples dans le futur à ne pas faire cette énorme bêtise. Voilà entre autres à quoi peuvent servir ces vidéos. Et ce n'est pas rien. Et c'est en cela que finalement, notre vie se rentabilise. C'est là que nous devenons des êtres utiles et bienfaisants. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit.